Vous sortez du bac pro, vous intégrez une chaîne de maintenance ou de production chez un avionneur, chez une airline ou dans un hangar de maintenance. Vous avez votre bac, le lendemain vous êtes embauché. Nous on est sur 95% d'embauche et 5% de poursuite d'études. Bonjour Le Bourget. Bonjour Thierry. Bonjour Fred, ça va ? Ouais, fatigué, vivant que ça se termine. Ça se voit pas, t'as l'air en pleine forme. Alors on a un super plateau aujourd'hui. On a deux invités exceptionnels, vraiment, parce qu'elles ont des choses vraiment importantes à nous dire et des messages à nous faire passer sur leur travail, sur leur formation, sur leur vocation aussi, c'est ce qui nous intéresse. Magali, directrice de l'AFMAE, je vous laisse expliquer ce que c'est. L'AFMAE, c'est un centre de formation pour les métiers de l'aérien, principalement sur les métiers industriels, donc les mécaniciens avions, bureaux techniques, et puis une partie quand même aéroportuaire, agent d'escale, et puis PNC, personnel navigants commerciaux, hôtesses et stewards. Et précisons que la FMAE a ses installations juste à côté des pistes du Bourget. On avait hier sur le plateau Elle Bouge, une de vos élèves, qui nous a dit qu'elle était très perturbée de voir les avions se poser en permanence pendant les cours. Oh, j'imagine. Mais n'occultez pas les fenêtres. Excusez-moi, j'ai raté un mot. Vous avez parlé de personnel navigant commercial, d'aéroportuaire et il y avait notre aspect. Et techniciens, merci. Voilà, toute la partie filière industrie aéronautique. Merci. Nous avons aussi Marion qui est chez Airbus et vous occupez un poste stratégique. Je suis responsable des opérations de la nouvelle ligne d'assemblage des avions de la famille A320 et plus particulièrement A321 à Toulouse. Voilà. Chers viewers, c'est encore plus stratégique que ce que vous le pensez. On va en parler. Je vais pas vous mettre la pression, mais alors, Guillaume Faury compte sur vous. Est-ce qu'on peut commencer un petit par vous, Magali ? Bien sûr. À votre niveau, qu'est-ce que vous voyez de la crise du recrutement de l'aéronautique, de l'industrie aéronautique ? Est-ce que vous la ressentez ? Oui. On la ressent je dirais de deux manières différentes. On a donc nos partenaires, on travaille avec 44 entreprises partenaires, donc Air France Industrie, Safran, Dassault, Ego Solutions. Enfin, on a énormément des petites et des beaucoup plus grandes entreprises industrielles, donc sur la fabrication et sur la maintenance des avions ou des parties d'aéronefs, des moteurs également, les équipements. L'année dernière, on a eu un certain nombre de demandes qui a beaucoup augmenté cette année. Donc les entreprises sont très en attente, en fait, surtout sur le métier de mécanicien aéronautique. Mécanicien aéronautique, on est plutôt sur la maintenance ? Alors les deux, mécanicien aéronautique, donc ce sont des diplômes qui forment soit à partir sur la filière construction, soit sur la filière maintenance. D'accord. Voilà, et vraiment équipement, moteur ou avion. Donc on a vraiment les trois grandes familles. D'accord, donc pour vulgariser, on peut dire on peut être dans la fabrication d'éléments d'avion, on peut être dans l'entretien d'un avion qui est exploité par une compagnie aérienne. Exactement, voilà, tout à fait. Ou bien un centre de maintenance qui n'a pas de compagnie aérienne liée, mais qui va réparer pour les airlines. Voilà. Et puis, donc, on voit bien, on a une hausse des demandes de nos partenaires, et ça c'est bien. Et par rapport à l'année dernière également, alors on avait beaucoup moins de candidats l'année dernière, mais vraiment beaucoup moins en sortie Covid pour la rentrée de septembre 2023, 2022, puisque nos élèves sont sur des années calendaires scolaires. Voilà, on a un CFA qui travaille, on a une branche CFA et formation continue, et le CFA est calé sur les années scolaires. Et cette année-là, sur le recrutement qui est toujours en cours, pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, c'est sur le site internet de l'AFMAE, on a quand même plus de candidats. Donc on est quand même ravis de voir que finalement le secteur de l'aérien reprend et la désirabilité vers ce secteur de l'aérien pour les métiers de main-d'œuvre de la maintenance reprend aussi. Vous vous préparez à quel diplôme ? Alors on va préparer au bac pro aéronautique sur des options avioniques, système ou structure. Ça aussi on en parle beaucoup en ce moment. On va aller sur de la mention complémentaire, donc B1 ou B2, donc système ou avionique. Alors, une mention complémentaire. Alors, ce sont des jeunes qui ont passé un bac. Et la mention complémentaire permet ensuite d'acquérir une licence pour être un mécanicien avion qui va délivrer un avion en vol. D'accord. Donc c'est vraiment plus destiné aux mécaniciens qui vont finir par arriver sur la line maintenance, donc de la maintenance en ligne, sur les aéroports, sur les pistes, et qui vont pouvoir signer un papier qui va permettre au commandant de bord de prendre l'avion et de décoller en toute sécurité. C'est une obligation de l'OSAC, l'aviation civile, puisqu'on est agréé aussi Part 147 par l'OSAC, par l'aviation civile. Et c'est une licence
Part 66, c'est un peu un jargon Oui, donc aérien. c'est un diplôme qui est aéronautique, c'est pas quelque chose qui relève de l'éducation nationale. Là, alors, c'est en collaboration avec l'éducation nationale, puisque c'est une mention complémentaire, donc c'est reconnu comme un bac+1. D'accord. Mais ça amène en fait après à pouvoir formaliser un dossier au niveau de l'OSAC et à avoir la licence de mécanicien avion. Voilà, et on va jusqu'au BTS. Jusqu'au BTS, maintenance, et puis... Voilà, maintenant BTS aéronautique, mais on s'arrête là, puisque nous, notre cœur de métier, c'est vraiment la main-d'œuvre, la production. Voilà, on est expert sur ce cœur de métier. Et donc pour les personnels navigants, vous préparez au diplôme Alors, uniquement, de l'air, voilà, on fait de la... steward et hôtesse de l'air. Voilà, steward et hôtesse de l'air, ce qu'on appelle personnel navigants commerciaux, et on fait des CQB, donc des certificats de qualification professionnelle, qui sont post-bac, avec un CCA en poche, donc déjà une personne qui a déjà suivi une petite formation de sécurité, voilà, sur... tout ce qui est ce typologie de métier. Et nous, on va les emmener en performance, en alternance, dans une compagnie aérienne et à l'AFMAE, pour acquérir voilà, toute la partie gestion de conflits, relations clients et particularités de l'airline aussi. On a déjà une première question très intéressante de Brézoul. Je suppose qu'il parle de la mention complémentaire. Cette option est délivrable sur n'importe quel bac ? Non, uniquement après un bac pro aéronautique, avec l'option que vous avez choisie, soit l'avionique ou soit le système. D'accord. Parce que les mentions complémentaires sont soit avionique, soit système. Le mot complémentaire, effectivement, était un indice peut-être. Voilà, peut-être. Ok. Alors ça m'a beaucoup intéressé quand vous avez parlé de hausse du nombre de candidats. Oui. On a beaucoup entendu parler des difficultés des entreprises à recruter et même, arrêtez-moi si je me trompe, des écoles à trouver des candidats aussi ces dernières années, ces derniers mois. La tendance s'est inversée ? Alors la tendance a commencé doucement à s'inverser, mais je vous dirais quand même si on perçoit et on confirme cette hausse, on n'est quand même pas au niveau des candidats, au niveau de la candidature qu'on avait en 2019. Donc vraiment 2020-2021 ça a été très difficile. Pour la rentrée 2022 on en avait moitié moins que 2019, ça a été très dur. Et pour les entreprises de pouvoir réaccueillir, puisque nous on fait de l'apprentissage, donc il faut un maître d'apprenti derrière l'apprenti, donc il faut avoir des maîtres d'apprentissage disponibles dans les industries, ce qui n'est pas toujours simple. Mais là, on voit, cette année, on voit l'assiette de candidature qui s'est élargie. Et on voit enfin, on est ravis de voir que les jeunes et les moins jeunes, parce que c'est 16 à 29 ans. Donc certains ont des parcours d'études en biologie ou sur d'autres sujets. Puis finalement, on se dit, non, l'aérien, c'est ce que je souhaite faire. J'ai un peu mûri mon projet. Je souhaite me tourner sur ce secteur-là. Et l'AFMAE est un point d'entrée pour rentrer sur le secteur de l'aérien. Donc vous disiez, on n'est pas encore au niveau de 2019. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des écoles, des centres de formation, des cursus où il y a des places libres ? Oui, chez nous, il y a encore des places libres. Après, on fonctionne aussi, c'est une tripartite, un contrat d'apprentissage. Donc, on doit trouver aussi l'entreprise qui va accueillir. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec un large panel d'entreprises, beaucoup sur l'Île-de-France. Parce que du coup, on n'est pas à Toulouse. Il y a d'autres établissements de formation à Toulouse. Mais c'est vrai que un apprenti peut-être favorable, c'est-à-dire on fait des tests de sélection en ligne et puis un petit entretien quand même sur une appétence du métier. Et puis voir un peu la dextérité manuelle, parce que si vous avez deux mains gauches, pour être mécanicien avion, ça va être difficile. Et puis après, il faut que les entreprises aient la structure pour pouvoir prendre, même si ils ont des vraies difficultés de recrutement et ils ont vraiment aussi pris le pli de faire de l'apprentissage, de la formation et de l'apprentissage un des leviers de l'emploi. Voilà, parce qu'aujourd'hui, trouver des personnes en CDI qui sont libres, sur le marché, il n'y en a plus beaucoup. Voilà, donc on passe par la formation, ce qui est bien. Marion, sur la chaîne d'assemblage à 320, 321, on va détailler ça à Toulouse. Est-ce que vous avez des apprentis ? Oui, tout à fait. On a des apprentis. En fait, on recrute des profils très variés. En fait, pour faire très simple, on a un besoin en recrutement très fort aujourd'hui chez Airbus. Au global, au début de l'année, on a annoncé qu'on ouvrait 13 000 emplois, dont 3 500 en France. En juin, on n'est pas du tout au bout d'avoir recruté tous ces postes. Et concrètement, moi, sur ma ligne d'assemblage, ma FAL, on est dans les 2 prochaines années, on va faire face à un ramp-up très fort, une augmentation de cadence très forte. Donc, obligatoirement, ça demande un effort de recrutement très fort. Ce qui signifie qu'en effet, on va chercher les viviers là où ils sont, et ça peut être des profils très différents. On peut avoir des apprentis, on peut aussi avoir des profils tout simplement de gens qui sont en reconversion professionnelle.
et où on a même des cursus de formation en interne également, où on fait des cursus de formation aussi avec des partenaires. Et puis on a aussi des jeunes qui sortent du lycée Airbus. Voilà, donc on peut vraiment avoir des profils très variés. Puis c'est ça qui fait quand même la richesse des équipes. Et pour vous, un organisme comme l'AFME, c'est important ? Vous avez des relations, j'imagine ? Oui, c'est très important. Évidemment, c'est vital. Alors effectivement, il y a d'autres organismes aussi avec qui on a des partenariats, mais c'est extrêmement important pour nous parce que d'abord, ça permet de créer une première sélection de gens, de profils qui sont intéressés et qui effectivement sont capables, puis de les rendre compétents avant d'intégrer Airbus. Donc bien entendu, pour nous, c'est le nerf de la guerre, c'est de pouvoir recruter avec une demande très forte en volume et de recruter des gens qui sont compétents. Le nerf de la guerre. Une petite question pour la régie, est-ce qu'on peut... L'écran du chat s'est éteint, on peut ressusciter le chat ? Merci, on a ressuscité le chat. En fait, c'est notre petite phrase rituelle désormais. On ressuscite le chat parce qu'un de vos prédécesseurs sur ce siège parlait de biocarburants il y a 24 heures. Il disait qu'on pouvait faire des biocarburants à partir de plein de ressources biologiques différentes, y compris des chats morts. Donc depuis, on demande à ressusciter le chat quand l'écran s'éteint. Parenthèse refermée. La chaîne de production dont nous parlons, elle se situe où précisément à Toulouse ? Alors elle se situe sur le site Jean-Luc Lagardère. Le site Jean-Luc Lagardère, c'est le site où est né l'A380. Ce qui est quand même, et je vous en parle, j'ai la chair de poule, ce qui est quand même incroyable, pour moi en tout cas, et pour les équipes qui travaillent avec moi. Moi, ça me remplit de fierté de me dire qu'aujourd'hui, je travaille à faire revivre, à faire ressusciter le site de Jean-Luc Lagardère où l'A380 a vu le jour. L'A380, c'est un symbole d'Airbus. Chez Airbus, on pense que l'A380, c'est le programme qui a vu naître l'Airbus intégré, européen, que l'on connaît. Alors, l'histoire du programme, on la connaît, mais c'est vraiment quelque chose qui a écrit une page de l'histoire d'Airbus. Et moi, je me sens fière aussi aujourd'hui de venir écrire une deuxième page, une autre page de l'histoire d'Airbus en créant une ligne d'assemblage, une FAL moderne, une FAL de nouvelle génération pour produire ces A321 à Toulouse. Alors on parle de FAL, donc c'est la Final Assembly Line, la chaîne d'assemblage finale. Effectivement, l'acronyme est désormais largement accepté. On parle du site Lagardère, c'est un bâtiment unique, c'est un ensemble de bâtiments, c'est un volume exceptionnel. Donc oui, c'est un volume exceptionnel parce que c'était un bâtiment qui avait été complètement conçu pour accueillir la ligne d'assemblage des A380. Donc je ne sais pas si vous voyez la dimension de l'avion, mais si, donc le bâtiment est à la dimension de l'avion. On en a un juste à côté. Voilà. Donc effectivement, la chaîne d'assemblage des A320, des A321 paraît petite dans ce grand bâtiment, en particulier les plafonds. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, donc le site est sur un site plus grand qu'on appelle la FUL, qui est une espèce de copropriété avec plusieurs industries autour. Et Airbus, l'implantation d'Airbus, il y a un très grand hangar qui fait 120 000 m². Voilà, ça vous donne à peu près la dimension. Et puis ensuite, à côté de ce hangar, on a des positions avions, parce qu'on travaille aussi avec des avions en position extérieure. Et c'est aussi 120 000 m² au sol de position extérieure. D'accord. Voilà, donc c'est de cette dimension dont on parle. On a de la surface, du volume, on a un très très grand bâtiment pour fabriquer tous ces A320. Exactement. Ok. Quand on parle de position, c'est-à-dire des étapes dans la fabrication de l'avion, on peut le dire comme ça ? Oui, voilà, exactement. Voilà. Et donc il s'agit d'A321 uniquement sur cette chaîne-là ? Oui, exactement. Pour l'instant, l'objectif, c'est de commencer vraiment avec de l'A321. L'enjeu là, d'Airbus, c'est la 320, la famille A320 en général. C'est vraiment le modèle d'avion que l'on vend le plus. On a un backlog un carnet de commandes de un peu plus de 6500 appareils aujourd'hui. Rien que pour la 321 ? Rien que pour la 320, famille. Famille, ouais. Et dans ce carnet de commandes, c'est plus de 60% qui est la 321. Et la qui fait, pour situer, c'est un peu plus de 200 places, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et la 321,
au début, était plutôt très minoritaire dans le mix, pourcentage dans le de mélange, ce mix produit. Et puis tout d'un coup, a eu beaucoup de succès. Donc c'est vraiment aujourd'hui notre best-seller. Donc on a un double enjeu chez Airbus. Le premier, c'est de faire une augmentation de cadence globale de la capacité de production à 320 familles. Donc notre objectif, c'est d'arriver à 75 avions par mois, quelque part autour de 2026. Et là, on a un deuxième enjeu qui est que parmi ces 75, il faut qu'on produise beaucoup plus de 321 que ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est ici que la ligne d'assemblage sur laquelle je travaille intervient. C'est que l'objectif, c'est de faire une cadence complètement dédiée à 321 sur la première ligne qu'on est en train d'ouvrir là en ce moment. Et puis, l'objectif aussi, c'est d'ouvrir une deuxième ligne dans un second temps. Et là, cette deuxième ligne, on fera un peu plus de variété, du 321 et de la 320 aussi. Vous avez commencé l'assemblage des premiers A321 sur cette ligne ? Oui, alors justement, on a commencé l'assemblage du premier avion. On a commencé le poste 40, c'est un poste très symbolique chez Airbus. C'est le poste où on assemble en fait les ailes au fuselage. Et donc ce poste, on a commencé la semaine dernière, ce qui est quand même un super jalon. Ouais, c'est tout frais. D'accord. Ouais. Félicitations. Et on fera l'inauguration le 10 juillet officielle de la FAL. J'aurais une question pour vous, puis après j'aimerais que vous rebondissiez dessus en matière de compétences. Est-ce que cette chaîne, elle inclut des nouvelles technologies d'assemblage, des nouvelles technologies de fabrication ? Oui, tout à fait. Alors tout à l'heure, je vous disais, on écrit la page de la FAL moderne, de la FAL de nouvelle génération. Moi, j'aime bien décrire ça en disant, en fait, une FAL de nouvelle génération, il y a 3 axes qui sont importants. Le premier axe, c'est une FAL digitale. Donc ça signifie qu'en fait, il y aura 0 papier pour manager toute la FAL. Très concrètement, les compagnons ont tous des téléphones, des smartphones, des tablettes. Donc ils vont pouvoir consulter toutes les activités qu'ils doivent faire sur leur téléphone, sur leur tablette. Ils vont pouvoir valider aussi pour valider l'avancement. Quand ils ont un souci, c'est très simple de prendre une photo sur l'endroit où il y a un problème qualité, une question, quelque chose, pour pouvoir ensuite générer du dialogue avec les fonctions support. Ça signifie aussi que toutes les fonctions support, toutes les fonctions de management vont avoir à tout moment les bonnes informations au bon moment pour pouvoir décider rapidement. Donc ça accroît l'autonomie et ça accroît la capacité de décision. Une fonction support, c'est quelqu'un qui peut aider à résoudre un problème lors de l'assemblage. Voilà, par exemple, responsable logistique ou responsable du bureau de préparation. Voilà, donc c'est des fonctions qui sont Il manque une pièce, par exemple, pour donner un exemple concret, quand il manque un élément pour l'assemblage, par exemple. Voilà, exactement. S'il manque une pièce, le compagnon pourra dire là, il manque une pièce, et puis il y a le support logistique qui fait l'enquête, qui va chercher, et puis qui lui sert sa pièce. Donc ça veut dire qu'une FAL digitale, ça veut dire qu'en termes de compétences, déjà, il faut être à l'aise avec les outils digitaux. Ensuite, une FAL moderne, c'est aussi une FAL innovante. Et en effet, on a introduit un certain nombre d'innovations. On a introduit des innovations, mais on est sur de la famille A320. Notre objectif premier, c'est du volume et rapidement sur le marché. Donc on n'a pas fait des trucs trop compliqués, trop en dehors de la boîte, parce que l'objectif, c'est vraiment qu'on arrive à livrer. J'aime bien donner 2 exemples d'innovation que je trouve très intéressantes. La première, c'est on a automatisé toute la partie perçage de la partie supérieure des sections, qui aujourd'hui, classiquement sur les autres FAL, se font en fait avec des grilles de perçage et à la main. Donc aujourd'hui, c'est un robot qui fait ça. Donc évidemment, de façon sur la compétence, ça va venir demander des compétences plutôt opération du robot, des compétences de maintenance, de mise au point de ce robot, plutôt que des compétences de perçage elles-mêmes. Mais bon, après les compétences de perçage, on les met en œuvre quand même énormément partout ailleurs sur l'avion. Et une deuxième innovation que je trouve intéressante, c'est la logistique automatisée. Et très concrètement, ça signifie que tous les kits, donc les kits de pièces nécessaires pour assembler les avions, vont être livrés par des robots automatisés sur les stations au bon endroit et au bon moment. Là, en termes de compétences, je dirais, on est plutôt sur presque du savoir-être, c'est-à-dire que ce qui va être important quand on interagit comme ça avec des moyens automatisés,
Ce qui est important, c'est la rigueur dans le respect des règles, dans le respect des standards et en particulier dans le respect des règles de sécurité. Voilà. Mais du coup, il n'y a pas une compétence particulièrement complexe, je dirais, à acquérir pour ça. Et le troisième axe, qui d'ailleurs est le plus important, pour moi, une FAL moderne, une FAL nouvelle génération, doit être une FAL centrée sur l'humain. Et comment on a fait ça et comment on tente d'aller vers une FAL dans laquelle on a plaisir à travailler ensemble. Toute la FAL a été designée, co-designée avec des compagnons, avec des team leaders, avec des gens dont le métier c'est de la production. D'accord, donc conçu avec des gens expérimentés en matière de production. Exactement, avec des moyens de virtual reality qui nous ont permis de faire du feedback sur le design de la FAL avant même qu'elle soit effectivement designée. D'accord, donc on soumet, je ne sais pas si je vous ai bien suivi, on soumet une chaîne d'assemblage virtuelle à des gens qui connaissent le métier et ils proposent sur cette chaîne d'assemblage virtuelle, ils donnent leur accord ou ils disent non, là il faut changer quelque chose. Exactement, avec un point très fort sur l'ergonomie et sur l'environnement de travail qui soit adapté aux activités que l'on fait. Alors Marion et ensuite le chat. Le chat, il y a Brézou qui était content d'avoir sa réponse. Magali, ces nouvelles compétences, ces nouvelles technologies, cette nouvelle façon d'organiser la FAL, est-ce qu'au niveau de la formation, ça change quelque chose ? Les organismes de formation doivent s'adapter ? Alors, pas pour l'instant, puisqu'en fait, c'est l'entreprise qui, elle, est en train de muter avec des moyens vers une usine 4.0. Je vais être assez global. Donc, en fait, nous, les compétences de base que l'on va délivrer, c'est toujours avec un socle d'éducation nationale, avec un socle de culture générale. Et puis ensuite, on va juste enseigner les premiers gestes, les premières règles de l'aérien, penser au safety flight, tout ce qui est sécurité des vols, comment je travaille avec des outils, comment je fais attention de ne pas perdre un outil, je vérifie les dates de péremption quand j'en prends un, faire un freinage. Voilà, on est vraiment sur des gestes Qu'est-ce que c'est un freinage, pardon ? Alors, un freinage, c'est pour empêcher des vis de se dévisser. Voilà. Sur l'aérien, à l'aérien en général, vous avez les têtes de vis qui sont percées. Donc sur la partie plate de la tête de vis, et vous venez passer un petit fil métallique que vous attachez d'une certaine façon avec un S, mais dans un bon format aussi, parce que si vous le faites dans le mauvais sens, ça pousse à se dévisser. C'est ce qu'on appelle le fil frein, c'est ça ? Voilà, le fil à freiner. Le fil à freiner, d'accord. Voilà, le fil à freiner, tout à fait. Donc c'est un freinage. Ce sont des gestes très habituels du technicien avion, du mécanicien avion. Nous, ce sont tous ces les règles de l'art. Voilà, on va enseigner des règles de l'art et le modèle de l'apprentissage fait que quand le jeune sera avec son maître d'apprentissage ou sa maître d'apprentissage dans l'entreprise, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir toute la technologie de l'entreprise qui va lui être enseignée. Voilà, l'apprentissage, c'est vraiment... L'entreprise n'est pas juste terre d'accueil, l'entreprise est actrice dans la montée en compétence du jeune. Et c'est pour ça que c'est un modèle de formation, l'apprentissage, qui est assez apprécié des industriels, puisque je rejoins Marion, c'est aussi une façon de voir comment va évoluer la montée en compétences finalement. Tout ce savoir qui va commencer à être intégré, à être mis en œuvre, et de voir que sur un bac pro que nous on fait en 2 ans, l'entreprise elle sait si au bout de 2 ans si elle a envie de continuer ou si elle préfère arrêter là et prendre un autre jeune. Voilà, parce qu'il y a parfois aussi des jeunes qui sont peut-être pas faits pour ce métier-là. Et c'est important aussi, alors du coup on est un peu là pour aussi rappeler que c'est des métiers féminins et que on parle de mécaniciens, mais des mécaniciennes, il y en a aussi. Et aujourd'hui, justement ces usines qui sont très 4.0 aujourd'hui permettent à des filles de faire ces métiers. Il n'y a pas besoin d'avoir une force surhumaine pour aujourd'hui travailler sur de la maintenance ou de l'industrie aéronautique. Ça, c'est un message important. En termes de féminisation, à quel niveau se situe l'industrie aéronautique ? Quel pourcentage on a de femmes dans ce domaine ? Au niveau de la SMAE Oui, parce ce qu'on va avoir en formation, ça va forcément se reporter sur les entreprises. Mais là, on est autour de 6 à 7% de filles en bac pro, en mention complémentaire et en BTS aéronautique. Voilà. Alors très faible. Ça reste très faible. Alors, je dirais que nous, on a le devoir aussi de faire ouvrir le secteur de l'aérien à nos plus jeunes ou moins jeunes, mais qui ont déjà commencé à avoir un parcours qui ont 20, 25 ans et qui peuvent se dire, ce que je fais, ça ne me plaît pas, je veux aller dans la maintenance aéronautique, comment je fais ? Donc, on a ce devoir-là aussi d'essayer de leur montrer ce que c'est. Et c'est vrai qu'on
On essaye aussi de toucher un public féminin, ce qui est important. Aujourd'hui, 50% de la planète féminin. Si on veut continuer, avoir des lignes de production, des avions qui volent, et des moteurs qui fonctionnent, il faut que hommes et femmes nous travaillons ensemble sur ces projets-là. Vous êtes vous-même issu de cette tout à fait. filière. Alors, votre métier de base, c'est mécanicien d'avion. Vous êtes mécanicienne d'avion. Oui, tout à fait. J'ai commencé à 16 ans. Je suis allée à l'école, comme les bacs pro aéronautique, que j'ai suivi. À l'époque, c'était l'école technique d'Air France, qui est devenue aujourd'hui l'AFMAE, qui est cofondateur de l'AFMAE. Donc, vous êtes aujourd'hui directrice de l'école que vous avez suivie. Je vous dis le nombre d'années, non. Non. Il y a quelques années. Alors, repartons au début. Vous êtes une pionnière quelque part, puisque vous êtes entrée dans l'aéronautique à une époque où il y avait relativement peu de femmes encore, peut-être encore moins. Oui. Cette vocation aéronautique, elle naît comment ? D'un père mécanicien avion. Vous avez suivi Donc vous avez un père qui vous a pas dit que c'était qu'un métier d'homme. Mais en fait, on l'avait même pas compris avant que je rentre dans l'école. À 16 ans. J'avais pas compris, mes parents non plus, que c'était un métier genré. Pourtant, mon père était mécanicien avion à l'époque. Et en plus, pour tout vous dire, j'habitais à l'île de la Réunion. Donc j'étais très loin de penser... Et vous êtes arrivé à Villegénis. Exactement, voilà. J'étais très souvent. Alors à l'époque, on n'avait pas de badge aussi pour aller sur l'aéroport. C'était un petit peu plus ouvert. Et voilà. Et donc on traînait un peu dans les ateliers avec mon père sur les avions. Donc ça aide donc vous aussi. avez touché les avions très tôt et donc forcément, voilà. Comme des parents qui emmènent les enfants au travail. À l'époque, c'était un peu ça, traîner dans les hangars. Donc on se dit, moi, ça a été ça mon déclic. Je suis quelqu'un de manuel, voilà, déjà, une appétence. Et puis on se dit, ça pèse quand même une tonne, cette carlingue, là, mais comment ça fait pour voler ? Et c'est cette question-là que je me suis posée à 16 ans. C'est la question qu'on se pose tous. Comment ça fait pour voler ? Mais alors, vous commencez comme mécanicien avion, formé avec un CAP, BEP Alors non, j'ai acquis un DMA, option avionique, donc électricité, instrument de bord radio. Donc alors DMA, c'est un diplôme de maintenance aéronautique, qui aujourd'hui équivaut au bac professionnel aéronautique. Mais moi, mon option, c'était avionique. D'accord. Et puis j'intègre donc les hangars d'Air France Industrie à 19 ans. Effectivement, c'était un peu... Vous étiez la seule fille à peu près 2000, la seule fille. Ça a été bien ou moins bien accueilli. Un peu... un peu comme un extraterrestre, peut-être. Voilà. Je pense que ça a été un point d'interrogation pour beaucoup de mes collègues et de mes chefs à l'époque, parce qu'il y avait une certaine... c'était un peu étrange de se dire... Et puis alors, je vais être un peu radicale, mais on va dire que la première pensée, c'est une fille chez les mecs, ça va encore foutre le bordel. Ça a été la première approche. C'est des choses qui se disent. Voilà, oui, tout à fait. Et puis à un moment, on leur dit, attendez, moi je sais faire comme toi, même parfois un peu mieux. On est crédible, on travaille, on est humble, on fait ce qu'il y a à faire. Et puis on est comme tout le monde. Et puis après, on finit à être un collaborateur comme les autres, fille ou pas fille. Et puis ça se passe super bien parce qu'on aime juste notre métier. C'est ça qui est bien. On y reviendra. Avant de parler du parcours de Marion, peut-être un passage par le chat. Brézou qui demande « Et le handicap ?» Donc, je présume que la question s'adresse peut-être en premier à Magali, mais on pourrait aussi la poser à Marion après. Et le handicap, donc quid des personnes en situation de handicap dans ces formations ? Handicap, voilà, ce sont des choses sur lesquelles on travaille énormément. Donc aujourd'hui, le handicap est complètement intégré dans une filière de mécanicien ou de technicien avion. Alors les entreprises ont mis énormément d'efforts, énormément de choses en place, quel que soit le métier que vous choisissez, sur des équipements, sur l'avion en lui-même, ou sur les moteurs. Et on n'a aucun souci pour intégrer le handicap. Et je précise qu'il soit mental ou qu'il soit physique. D'accord. Voilà. Et donc, l'insertion, c'est pareil. On défend énormément l'insertion. Et aujourd'hui, il y a vraiment... Les entreprises ont compris. Les entreprises, les centres de formation... Donc on n'a plus de sujet, ce n'est plus un sujet. Ah oui, carrément. On peut carrément dire que c'est plus un sujet. Oui, et en plus, si vous venez dans un centre d'apprentissage, donc qui est le CFA, c'est de 16 à 29 ans. À 30 ans, vous ne pouvez plus, vous devez être en contrat pro. Mais quand vous avez un handicap déclaré, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, ce qui permet aussi à quelqu'un qui met du temps à trouver sa voie, ou qui a un handicap tardivement, suite à un accident de la vie, de pouvoir intégrer quand même une formation en apprentissage, de prendre le temps d'apprendre correctement avec un employeur, avec un centre de formation dédié. Et nous avons, nous, en interne aussi, nos référents handicap qui vont suivre
avec les jeunes, avec les moins jeunes, les adultes et les entreprises, voilà, toute l'acquisition de compétences. Il existe une association qui s'occupe de l'insertion des handicapés dans le monde aérien qui s'appelle Envol. Travaillons avec Vous Envol. êtes un partenaire d'Envol. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Vous accueillez des gens qui vous ont été proposés par cette association. Pour un exemple, oui, je vais vous donner. Alors, nous le faisons nous en propre, et Mhm. puis en même temps, si les gens passent par Envol, parce que ils n'osent pas parfois franchir les portes d'un centre de formation. Le monsieur là, qui va intégrer nos formations de bac a 55 ans. C'est quelqu'un qui a toujours rêvé d'intégrer l'aéronautique. Malheureusement, dans son cursus, il n'a jamais eu de bac. Et demain, si vous voulez travailler sur les avions, les équipements, un bac, c'est quand même le premier niveau d'acquisition de compétences qui est reconnu par les industriels. Et donc, ce monsieur va rentrer là en septembre au bac pro avec nos jeunes de 16, 20, 22. Voilà. Et puis, comme ça, on a une mixité dans la classe qui est super parce qu'il a un parcours absolument incroyable. Et voilà, de reprendre comme ça avec autant de volonté à 55 ans. Voilà. Et c'est un monsieur qui ne voit qu'il y a une vision limitée à un seul œil. D'accord, ok. Voilà, mais de naissance. Donc en fait, il n'a jamais eu de problème de la 2D ou de la 3D parce que c'est son. C'est le cas de mon son papa, handicap. donc je vois un peu le genre de handicap. Et il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, il va être dans une grande entreprise industrielle. Donc d'accord. Donc lui, il est passé par Envol c'est Envol qui nous l'a présenté parce que souvent les personnes qui sont mues par un handicap sont un peu perdues. C'est un peu compliqué, de trouver, de s'adresser directement aux entreprises, aux centres de formation. Et Envol, justement, c'est une superbe association pour ça. Et ça réoriente. On est très bien connus. Ils savent nous envoyer les profils. Ils savent aussi développer les projets professionnels. Et quand c'est la maintenance aéronautique, ils se tournent vers la FMAE. L'association fait de l'accompagnement, oui. Vraiment pour ceux qui ont vraiment besoin, effectivement. Oui, de la découverte des métiers, ou bien ils nous passent des CV, et puis nous, on regarde, on teste, et puis si la personne a le bon niveau, on y va. Marion, pour répondre à la question de Brézou, qu'on remercie à nouveau, avez-vous des personnes en situation de handicap sur votre chaîne d'assemblage final, sur votre FAL ? Oui, tout à fait. Alors, je rejoins vraiment ce que disait Magali. On a, évidemment, dans l'entreprise, on a une volonté forte de pouvoir permettre, en effet, une intégration correcte aux personnes en situation de handicap. Et on a des logiques de postes aménagés. On a des logiques de... D'abord, il y a un certain nombre de postes en fonction du handicap, évidemment, qui sont... c'est une évidence où il n'y a pas de sujet. Et puis, quand c'est le cas, il y a des postes aménagés. Je pense qu'on met en œuvre tous les moyens pour pouvoir être complètement inclusif sur le sujet, quoi. On va en revenir à votre cursus. Votre parcours. Magali découvre donc l'aviation avec son papa à La Réunion, et puis comme les aérodromes sont tous ouverts, quelle nostalgie. C'était beau à l'époque, pas de barrière partout. Vous arrivez dans l'aviation comment ? Alors, je vais dire un truc qui va être un peu gros mot, je pense ici, mais tant pis. Moi, je suis passionnée d'industrie. Les avions... c'est très bien. Maintenant, je me suis mise à adorer ça parce que c'est mon métier. Mais en fait, moi, ce qui m'a poussée à venir travailler chez Airbus, c'est vraiment l'industrie. En fait, moi, j'adore l'industrie. Je suis passionnée de production. Aussi, je suis personnellement une Européenne convaincue. Et franchement, bosser chez Airbus, qui est une industrie performante, qui fonctionne, qui a un modèle d'intégration européen et qui est très implanté dans nos territoires, moi, ça me rend vraiment fière. Et c'est pour ça que j'adore bosser chez Airbus. Et pourquoi je suis passionnée d'industrie ? Moi, il y a une histoire que j'aime bien raconter. Quand j'étais en école d'ingé, alors moi, ça m'a mis un peu plus de temps à me dire c'est ça que je veux faire. C'était quand j'étais en école d'ingénieur. On nous fait rencontrer des gens, des métiers. Et j'ai rencontré une femme qui était patronne d'une ligne de production de parfums. Alors en fait, maintenant, a posteriori, je me dis les avions, c'est beaucoup plus cool que les parfums. Ah. Mais fait pas encore de parfum bashing. Voilà. Non, mais bon, finalement, faire un avion, c'est quand même encore une autre dimension. Mais à l'époque, ça m'a vraiment fait un déclic, ça m'a vraiment généré quelque chose de me dire, mais c'est ce métier-là que je veux faire. Chers viewers, vous entendez peut-être les présentations en vol. Présentation à l'oreille, c'est le Rafale. Donc voilà, ça m'a vraiment généré un déclic de me dire mais c'est vraiment ce métier-là que je veux faire, de la prod.
Et je pense que le fait que le témoignage vienne d'une femme, certainement m'a aidé à m'identifier, à me projeter beaucoup plus, et en me posant moins la question de ma légitimité ou de est-ce que le job il est genré effectivement ou pas. C'est par l'exemple que les choses se font. Vous étiez dans quelle école d'ingénieur ? J'ai fait Centrale Paris. Centrale Paris. En passant par la classe prépa. Oui, c'est ça. Voilà, j'ai un cursus très classique. Classe prépa, Centrale Paris. Classe prépa et école d'ingé. Et puis j'ai intégré Airbus en sortant de l'école. Donc, directement. Donc j'ai toujours bossé chez Airbus. Et ça fait 17 ans que je bosse chez Airbus. Si je suis... Alors je me projette comme si j'étais beaucoup plus jeune, si je viens d'avoir mon bac pro, quel métier puis-je espérer faire le plus vite possible ? Quel serait un métier, entre guillemets, si j'ai envie de travailler, si j'ai envie de gagner des sous, quelles sont les formations les plus courtes accessibles avec un bac pro ? Le bac pro lui-même, hein. Vous sortez du bac pro, vous intégrez une chaîne de maintenance ou de production chez un avionneur, chez une airline ou dans un hangar de maintenance. Mais pas forcément besoin de mention complémentaire. Vous avez votre bac, le lendemain vous êtes embauché. D'accord, la mention complémentaire. On est vraiment sur du 100% d'embauche sortie de diplôme. Alors nous on est sur 95% d'embauche et 5% de poursuite d'études. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, à peu près. Okay. Si vous donnez les tendances du besoin en ce moment. C'est simple. Voilà. Et c'est vrai je dirais même plus, on a même les entreprises qui m'appellent en me disant on a des offres d'emploi, on va vous les mettre. Ah, je dis non, c'est pas la peine, ils sont déjà tous embauchés. Ah oui, je peux même pas les proposer à l'embauche. L'apprentissage fait que l'entreprise crée un lien avec cet apprenti et il y a une proposition d'embauche à la clé systématiquement. Et avec des conditions de travail qui sont très correctes. Enfin, oui, les grandes entreprises comme les plus petites, c'est des entreprises déjà existantes. Donc voilà, Dassault, Falcon, Air France Industrie, Airbus Hélicoptère, voilà, les conditions d'embauche sont des conditions d'embauche. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples, une fourchette de salaire par exemple à l'embauche ? Alors, une que je donne et qui est assez... alors, c'est une moyenne, hein, parce qu'il faut savoir que le métier aussi dans l'industrie, c'est souvent des horaires décalés. Donc, effectivement, il y a un salaire de base et puis un rajout qui va se faire avec des primes. Mais vous pouvez être très rapidement, après un bac, donc à vraiment un niveau de bac, à 2 000 € brut par mois. Les horaires décalés, nous on connaît bien aussi, hein, c'est pas un souci pour nous. Non, vous faites juste de vacations, vous n'avez pas pareil. Oui, mais ça va dépendre des salaires, on va en parler à Gilles. Rappelez-nous donc 2 000 € brut. Donc là on est au-dessus du SMIC brut. On est au-dessus du SMIC. Voilà, on est au-dessus du SMIC brut. On est bien au-dessus du SMIC. Avec, alors évidemment, chaque entreprise va savoir ses critères et puis finalement sa grille de salaire. Mais ce sont des métiers en fait qui demandent tellement d'adaptabilité qu'il y a quand même des fois des primes qui se rajoutent. Quand vous travaillez de nuit sur les conventions, soit vous êtes à 25% majoré, soit c'est 100% majoré, ça dépend des entreprises. Donc c'est pour ça que je vous donne une fourchette qui est réelle. Il y a des fois vous êtes rémunéré moins, des fois un peu plus, ça dépend vraiment après de la pénibilité. On va parler de ça même post-bac, mais qui est pris en compte par l'entreprise et par le circuit RH de l'entreprise. Et pour un niveau de formation au-dessus, donc par exemple un brevet de technicien supérieur, qu'est-ce qu'on peut espérer comme salaire dans l'aéronautique ? Vous aurez forcément plus, mais là c'est pareil, ça va dépendre des entreprises. Alors, c'est pas du 3 000 € brut, je vous assure tout de suite. Mais non, on va être à plus de 2 000 €. Mais pareil, après voilà, est-ce que vous êtes travaillé en décalé ? Est-ce que vous êtes sur du temps administratif ? Est-ce que vous travaillez le week-end ? Puisqu'en fait, ce qui est bien aussi sur le bac pro aéronautique ou le BTS aéronautique, vous avez finalement une palette de postes possibles, puisque les bacs et les bacs plus 2, en intégrant la construction ou la maintenance aéronautique, il y a plein de choses. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Et en plus, avec les entreprises, la carrière continue. C'est-à-dire que les entreprises, en plus, elles aiment les personnes qui viennent de la prod, de la maintenance, pour pouvoir après en faire un chef d'équipe, un bureau technique, un support à la production, un planeur. Voilà, il y a tout un tas de métiers qui sont tout autour de la production. En plus juste de la production. Parce que vous-même, vous commencez par exemple comme mécanicienne avion chez Air France. Tout à fait. Et vous avez évolué vers quel genre de responsabilité après ? Alors moi, ça fait du coup 26 ans que je travaille. Je suis à mon 7e poste, toujours chez Air France Industrie. Donc j'ai fait mécanicienne. J'ai repris un BTS en FONGECIF pour acquérir un peu plus de compétences. J'ai fait de l'engineering, donc du bureau technique sur la spécialité avionique, donc c'est du support à la production.
Puis après, je me suis tournée vers les clients, puisqu'Air France Industrie a beaucoup de clients tiers qui viennent entretenir leurs avions, comme Renault, Peugeot, vous les emmenez chez Noroto. Bon, ben voilà, les centres de maintenance ne font pas que leur compagnie. Ils sont sous-traitants pour d'autres... Voilà, ils offrent leur service de maintenance à toutes les airlines qui le souhaitent. C'est le marché de la maintenance qui est ouvert. Et donc j'ai été Customer Support Manager pendant 6 ans, donc j'accompagnais les entreprises. Je traduis responsable du soutien client, on peut le dire comme ça. Voilà, c'est ça, vous pouvez le dire comme ça. Ouais. J'accompagnais toute la procédure de maintenance et la maintenance de l'avion, j'étais le focus point du client et de la production d'Air France Industrie. Que des postes à responsabilité. Oui, c'était du transverse. Et puis après, comme quoi dans les entreprises, j'ai repris un diplôme d'ingénieur à 25 ans en apprentissage avec Air France et une école d'ingénieurs, le CESI. Et là, je suis partie m'occuper de l'industrialisation de la ligne du GP 7200, qui est le moteur de la 380. Voilà, on industrialisait la maintenance du moteur. Donc j'ai développé cette ligne-là pendant 2 ans. Et puis à l'issue de mon Master 2, j'ai été... responsable d'une unité de maintenance chez Air France Industrie qui avait un client militaire, la WAX. Et donc, j'ai travaillé 3 ans sur AWACS à intégrer des modifications de cet avion. Alors, vous étiez à Avord ou c'était... Alors, on faisait Avord et Roissy, puisque la ligne était à Roissy. Et puis ensuite, je suis repartie à Orly. Et là, j'ai pris toute la ligne maintenance, donc la maintenance en piste d'Air France. Donc sur les longs courriers et les moyens courriers, avec une équipe de mécaniciens en 3877. Donc nous aussi, on est tout seul, mais un peu en 3877. Quand même. Quand il y a des soucis. Voilà. Et puis après, j'ai travaillé pour un gros contrat qu'avait Air France Industrie avec du coup moteur componente avion. Et puis j'avais un sous-traitant qui s'appelait Aigo Solutions, qui était notre prestataire de maintenance en piste à Orly. Et Aigo Solutions était une jeune venture Air France, Sabena Technique et Dubreuil Aéro. Et j'en suis devenue la présidence. J'ai eu la présidence pendant 2 années. Donc l'équipe complète. Et puis après, je suis arrivée à l'AFMAE. Un exemple de progression d'une mécanicienne ou d'un mécanicien. Donc ça commence à bricoler c'était des Boeing. 16 ans. On commence à bricoler un Boeing chez Air France et on finit. Voilà, un Boeing 747-400. On découvre le 340, le 330, le 310. J'ai quelques. Pas le temps de s'ennuyer. Le 7, etc. Mais non, et puis c'est ça qui est bien. C'est pour ça quand on entre dans ce secteur de l'aérien comme mécanicien. Mais c'est une carrière qui est géniale. Après, il faut avoir l'envie, il faut se donner les moyens. Je n'ai pas dit que c'était simple. Non, parce que j'imagine que quand on travaille et qu'on se relance en reprenant des études alors qu'on a déjà une carrière en cours, c'est un effort considérable. Oui, au bout de 8 ans, quand on vous recommence avec des équations à 2 inconnus, vous dites de quoi on parle, une intégrale, qu'est-ce que c'est déjà? Donc oui, il y a une petite remise en jambe, donc qui demande un peu d'effort. Bravo. Voilà, je vous assure. Mais au final, on sait pourquoi. Moi, j'ai toujours su pourquoi je voulais faire ça. J'ai alterné. C'est vrai que j'avais pas fait ce choix au départ, mais il s'est imposé petit à petit, puisque quand on est dans des grandes industries, on voit tellement de métiers, on se dit j'aimerais bien faire ça, et puis on se dit tiens, finalement peut-être que j'ai pas encore structuré assez mon esprit, j'ai besoin d'acquérir des compétences moi-même. Et donc après, on cherche à se former. Et aujourd'hui, en France, on peut se former à tous les âges et tout au long de la carrière. Et les entreprises l'ont compris aussi et accompagnent les salariés. Marion, avant la chaîne d'assemblage finale de la 321 à Toulouse, où avez-vous exercé votre passion de l'industrie, votre passion de la production? Alors, du coup, j'ai travaillé 17 ans chez Airbus, dont 15 dans les opérations. Après, dans les opérations, Magali, tu le disais bien tout à l'heure, il y a beaucoup de métiers qui gravitent autour de ça. Moi, je trouve que j'ai passé ces 15 ans d'opération à apprendre énormément, à aller travailler dans des contextes très différents. Donc, j'ai passé 8 ans dans l'usine de Saint-Éloi. L'usine de Saint-Éloi, c'est là où on fabrique tous les mâts réacteurs, qui est cette pièce entre le moteur et la voilure. Une pièce très particulière. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi c'est particulier? Ouais, alors c'est une pièce très particulière parce que tous les efforts du moteur sont transmis à travers le mât, et puis tous les systèmes passent par le mât. Donc c'est une pièce dans laquelle il y a beaucoup de techno, de manufacturing, de production, qu'on met en œuvre en fait partout ailleurs chez Airbus. Toute la partie intégration système, en fait c'est une pièce qui est beaucoup plus petite évidemment que l'avion, mais dans laquelle on apprend beaucoup de techno qu'on retrouve après dans l'avion.
Et d'ailleurs, c'est à Saint-Éloi qu'il y a le lycée Airbus, que le lycée Airbus est basé. D'accord. Elle est en quelle matière ce mât est en quelle matière? Alors en titane essentiellement. Il y a un peu d'inconel en fonction des zones et en fonction des températures. L'inconel qui donne acier, c'est ça, je dis pas de bêtises. Ouais, d'accord. Et du titane. Et du titane, particulièrement du titane. Voilà. Donc j'ai passé 8 ans à Saint-Éloi sur des jobs où j'ai mon tout premier job à Saint-Éloi, j'étais responsable de l'amélioration continue de l'usine ou d'une partie de l'usine. Ensuite j'étais responsable d'une équipe d'ordonnancement. Donc l'équipe d'ordonnancement, en gros c'est de la planification de production. Là c'était sur une unité où on fabriquait des pièces de tôlerie. Donc la tôlerie, c'est on part d'une feuille de titane ou d'alu, mais nous plutôt du titane à Saint-Éloi en l'occurrence, puisque c'était sur les mâts. Et puis on vient la former dans la forme que l'on souhaite, avec des presses à chaud, à froid, aussi à la main, avec les chaudronniers, qui est quand même un métier vraiment magnifique. C'est vraiment de l'orfèvrerie. Voilà, donc ça c'était un de mes jobs à Saint-Éloi. Et puis après j'étais responsable de l'assemblage des mâts A320 Neo, au tout début du lancement du Neo. Neo, c'est la nouvelle motorisation, alors maintenant qui est un peu pas tout à fait si nouvelle, parce que c'était il y a quand même quelques années, qui permet de consommer concrètement 25 à 30% de moins de carburant que les générations précédentes. Avec des moteurs très nouveaux, donc j'imagine qu'il a fallu concevoir un mât tout à fait différent. Voilà, le mât était complètement différent, c'était un produit complètement différent. Donc on a lancé une nouvelle ligne, et donc là j'étais responsable de cette ligne d'assemblage au tout début du lancement. Donc je suis en train de vivre un petit peu la même chose aujourd'hui avec Mafal, mais maintenant à l'échelle de l'avion. Et puis après mes 8 ans à Saint-Éloi, je suis partie en Angleterre, au nord de Londres, bosser côté Defence and Space, donc toujours chez Airbus, mais dans le domaine du spatial. Et là, j'étais responsable de l'assemblage des systèmes de propulsion des satellites. Et en fait, c'est ça qui est vraiment incroyable, je trouve, chez Airbus et puis dans nos métiers, c'est qu'il y a une variété de contextes, il y a une variété de métiers. On peut bosser n'importe où dans le monde, concrètement. C'est quand même une sacrée aventure. Et en particulier, c'est une aventure humaine qui permet... moi, j'adore... travailler dans des contextes qui me sortent un peu de ma zone de confort, qui me mettent en difficulté, parce que c'est quand même hyper gratifiant une fois qu'on a réussi. Et après l'Angleterre, je suis rentrée en France pendant le premier confinement du Covid, donc ça c'était un peu le challenge d'organiser le déménagement comme ça. Et j'ai passé 2 ans en tant qu'executive assistant de Guillaume Faury. Alors executive assistant, ça consiste en quoi ? Executive assistant, ça consiste en plein de choses. Le job varie beaucoup en fonction de l'executive assistant et puis aussi en fonction du boss. Très concrètement, moi j'aimais bien dire que ma mission, c'est de faire en sorte que le temps que Guillaume passe est le mieux utilisé. Donc, Guillaume, le directeur général d'Airbus, pour nos viewers qui ne le sauraient pas. Pardon. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que son temps utilisé prend le plus possible de valeur. Donc je travaillais beaucoup en anticipation sur tous les meetings qu'il allait avoir, tous les sujets qu'il allait avoir, pour pouvoir lui amener le contenu, expliquer, lui donner les enjeux en avance, aider aussi les équipes à préparer de la meilleure façon. Voilà. Mais là, on sort réellement de l'industrie. Là, on pas est du tout dans la prod. Ouais. Donc c'est une évolution, plus que... Oui, c'est ça. Alors, après mes 15 ans de prod, là, je me suis dit, moi, j'aimerais bien comprendre un peu mieux la boîte dans sa globalité, prendre un peu de hauteur. Donc, effectivement, quand on m'a proposé ce job, je trouvais que c'était ça faisait le taf. Voilà. Et évidemment, c'est passionnant de travailler en proximité d'une personne aussi inspirante. Parce qu'on a beaucoup de chance, notre CEO est particulièrement inspirant. Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur un métier que vous avez évoqué, qui est le métier de chaudronnier ? Vous avez dit que ce qu'ils font, c'est remarquable, c'est de l'orfèvrerie. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être Magali, nous expliquer ce que c'est un chaudronnier ? Et enfin, vous pouvez vous compléter sûrement l'une et l'autre. Moi, je vais prendre la base, comme ça. En fait, un chaudronnier, c'était alors le terme aujourd'hui, il est très commun dans l'aérien, mais il est très peu compris des jeunes. En fait, nous, on va plutôt l'appeler comme un mécanicien structure. Ah voilà, alors j'allais vous demander comment changer le nom de chaudronnier qui n'est pas très forcément pas très parlant. Son objectif, c'est pour ça que oui, c'est un métier d'orfèvrerie, parce que là, il faut être vraiment manuel. Il va travailler tout ce qui est tôle, tout ce qui est en fait alliage, métal.
alliage d'aluminium principalement. Et aujourd'hui, avec les évolutions, il va travailler tout ce qui est plasturgie. Donc tout ce qui est aussi fibre de carbone, fibre de verre, nid d'abeille. Donc tous les éléments qui font aujourd'hui l'ossature d'un avion, la carlingue, la carrosserie, vous l'appelez comme vous voulez, mais toutes les parties métalliques et plasturgie et composite d'un avion. Quand vous dites orfèvrerie, vous voulez dire que c'est un métier manuel, très manuel ? Oui, très manuel, parce qu'il va former. Quand on dit former, c'est qu'il va créer des formes. Il va aussi, alors, soit vous construisez l'avion ou le moteur, voilà, soit en fait vous réparez. Un exemple tout bête, quand vous avez un bird strike, quand vous avez un accident avec un oiseau, collision volatile. Collision aviaire. Aviaire, ouais. Là, encore mieux. Quand vous avez une collision aviaire et que du coup ça fait un joli trou dans l'avion, ou quand vous avez au sol quelqu'un qui est très très motivé et puis qui pousse un peu trop la passerelle et qui fait un joli trou dans l'avion aussi parce qu'il a trop poussé l'escabeau près de la carlingue, il faut réparer. Voilà, vous ne remettez pas un avion en vol s'il a un trou, ou bien un creux, ou des coups de foudre. Quand un avion passe dans un nuage de foudre, un coup de foudre, c'est un trou. Donc la foudre, elle rentre, elle sort, hein, pas de problème pour les passagers, hein, je ne vais pas faire peur, pas de souci. Mais pour l'avion, nous, on va aller voir, on s'est dit, allez, qu'est-ce que nous a réservé ce temps-là ? Et puis on voit des petits trous, etc. Donc le chaudronnier, lui, il va aller réparer tout ça. Donc soit il va remettre un nouveau, soit ça se passe bien. Alors bien sûr, les avionneurs nous disent si c'est telle ou telle limite, il n'y a pas de problème, vous ne touchez pas, puisque les efforts sont calculés par le constructeur. Nous, à la maintenance, on suit les règles du constructeur. Et par contre, des fois, ça fait des gros trous. Et puis là, avec le constructeur, et c'est ça qui est magique, les équipes support vont aller définir toute une procédure extrêmement précise. Et le chaudronnier, lui, va devoir appliquer, fabriquer, faire quelque chose qui n'existe pas. Donc, il va partir d'un plan qui lui a été donné. Et puis, il va devoir fabriquer la totalité de sa pièce, aller la monter sur avion, préparer le montage, que ça soit sur du composite ou du métal. On va faire des doubleurs, on va faire... il y a plein de choses à faire. Dans les entrées d'air des moteurs également. Un avion, ça vit. Alors oui, c'est du métal, etc. Mais ça vit. Ça vit, ça travaille. Alors Magali, vous nous avez parlé de réparation. Marion, les chaînes d'assemblage sont toujours plus automatisées. Est-ce qu'il y a encore de la place pour les chaudronniers dans la fabrication ? Oui, alors évidemment, on est dans l'aéronautique, on travaille à automatiser, à robotiser, mais en fait, on fait quand même un produit qui nécessite beaucoup de travail manuel et ça ne va pas changer drastiquement ni très rapidement. D'abord, les chaudronniers, ils sont plutôt sur de la pièce élémentaire dans la façon dont on fabrique les avions. Donc, dans les chaînes d'assemblage, on ne fait pas appel à la compétence chaudronnier ou très rarement pour des éléments de réparation aussi, en fait, si nécessaire, mais c'est plutôt rare. Mais en fait, pourquoi c'est très compliqué d'automatiser, de robotiser l'aéronautique, la fabrication d'un avion, je vais dire une évidence, mais parce que les avions, c'est très gros. Et les robots, les chaînes robotisées ont plutôt des technos pour des produits qui sont beaucoup plus petits, qui tournent autour du produit. Et en fait, dès qu'on essaye d'appliquer des méthodes d'automatisation, par exemple dans l'automobile, vers l'aéronautique, la complexité qu'on a, c'est la taille du produit qui fait qu'on a beaucoup plus de difficultés à traduire ces technos dans notre activité. Merci. Sur une FAL, justement, là, sur la FAL que vous installez sur le site Lagardère, ce sera combien de personnes au total ? Ouais, alors en 2025, quand on sera à pleine cadence sur la première ligne, on sera à peu près 750. 750 personnes, alors que c'est annoncé comme la chaîne la plus automatisée, et oui, 750 personnes. Exactement, le propos c'est, en fait, c'est la chaîne la plus automatisée, mais c'est encore très manuel. Et puis l'idée, c'est qu'on fasse une deuxième ligne qui sera à pleine cadence plutôt en 2028. Et donc ça fera à peu près le double, pas tout à fait, mais donc à on peu près le double. sera à 1400 personnes sur le site. Voilà, exactement. Donc avec des profils très variés et donc plein de gens qui sortiront de la FMAE. Voilà. De plein d'autres centres de formation. Voilà, exactement. Voilà, il n'y a pas de souci. Merci infiniment Magali de la FMAE, merci Marion de chez Airbus, passionnée de prod, ça fait plaisir à entendre, j'adore ça aussi. Free Flight 30 nous dit les Schumach se font rares, effectivement, qui nous permet de rappeler que les chaudronniers, on les appelle les Schumach. C'est ça. C'est le petit chaudronnier. Le dossier de dire comment on peut remettre en valeur les Schumach. Mécanicien structure. On a des places de libre pour les jeunes qui veulent être Schumach, donc voilà, venez nous voir. Venez devenir mécanicien structure. Ça vous a structure. pas donné envie de rentrer dans l'industrie aéronautique?
Merci à toutes les deux. On va passer la parole à nos confrères et amis. On parle du B1B, c'est un décrochage, on parle du B1B, je te laisse. Frédéric Lerbre va nous guider autour du bombardier américain qui s'est posé hier soir